Ok, donc merci beaucoup. Je tiens à vous remercier, je dois te remercier Damien pour cette invitation. Je souhaite aussi remercier le doyen Roletzky pour cette invitation virtuelle et j'insiste sur les évolutions en cours et la facilité avec laquelle aujourd'hui on arrive à faire des réunions en présentiel et en distanciel. Et c'est un enjeu très très important à l'échelle nationale euh, en termes d'usage du numérique. C'était juste un aparté. La présentation, et je remercie Damien, et je pense qu'il est à l'origine de ce titre avec l'équipe qui a organisé cette réunion, me donne encore une fois l'opportunité de sortir un petit peu de la dimension purement opérationnelle et de partager avec vous une analyse parfois personnelle sur l'usage du numérique et la place du numérique dans nos activités de formation. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment dans la continuité de ce qui vient d'être dit, et vous allez voir par un autre spectre qu'en réalité, on arrive à la même vision partagée sur la place des compétences, sur l'importance des stages et sur le traitement individuel des différents étudiants, mais aussi sur la complexité de ce qu'on enseigne. Alors, je voudrais commencer, si vous êtes d'accord, avec un schéma pris sur Internet, comme on a souvent l'habitude, dessiné par M. Durier, et qui nous présente quelque part la situation dans laquelle on est à l'échelle de la société, mais qui peut être vue à travers le spectre de nos missions, et en particulier de notre mission pédagogique. Ce qui est important sur ce schéma est au centre. C'est la notion de cadre de référence, de compétences numériques, éthiques et techniques. Et on se rend compte aujourd'hui, que ce soit dans la vie de tous les jours, mais surtout dans cette approche actuelle sur l'usage du numérique, que les compétences numériques sont un des points clés de l'évolution et des évolutions qu'on peut faire. Mais derrière ces aspects techniques se cachent des aspects éthiques et des principes, ainsi que des modèles pédagogiques ou autres qui sont vraiment indispensables et qui restent dans l'esprit universitaire, à savoir créer du savoir, y réfléchir et le transmettre. Mais bien sûr, les choses sont de plus en plus compliquées. Lorsque vous parcourez du regard aussi cette diapositive, eh bien, vous voyez combien tous ces pans sont en réalité liés aussi à la formation, hein, que ce soit la collaboration au niveau des enseignants, on va en reparler, la communication entre nous, avec les étudiants, en dehors, mais tout en respectant quelque chose qui est propre et qui est vraiment intéressant, qui est tout ce qui a trait à la créativité et l'entraide. Et ces éléments-là doivent faire partie intégrante de notre usage du numérique. On ne doit pas se contenter genre, de faire des transformations numériques sans se préoccuper de toutes les facettes que cela représente. Alors après cette introduction un petit peu générale, imagée, je vais vous donner un schéma, une vision que j'ai personnelle et que j'ai pu recouper par rapport à certaines analyses autour de l'usage du numérique. C'est très important de le comprendre parce que ça conditionne un petit peu la trajectoire qu'on pourrait avoir autour de l'utilisation de ces outils. Je considère qu'il y a 4 niveaux à l'usage du numérique. Le premier niveau qui est le niveau 0, qui est le niveau sans usage du numérique. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites et qui peuvent être encore faites sans l'usage du numérique, et c'est une réalité. Le niveau numéro 1, c'est la première étape qui est assez perturbante en réalité, qui consiste à dématérialiser un processus. C'est-à-dire qu'on prend un processus existant, une façon de s'organiser sur un sujet, on peut prendre l'exemple du dossier médical ou autre chose, et on va dématérialiser une partie du processus, et ce processus de dématérialisation pourrait correspondre à une transposition. C'est-à-dire que l'enchaînement des process, c'est celui qu'on fait dans la vie réelle, sans numérique, et puis on prend ce process et on le projette avec de la dématérialisation. C'est une première étape, mais c'est une étape qui peut entraîner beaucoup d'autres problèmes, en particulier parce que ça peut désarticuler le reste, et surtout, on a pu le constater, entraîner paradoxalement une surcharge de travail ou une surcharge d'activité. Mais ce processus de transposition est important parce qu'on est dans un process de transformation, et donc c'est beaucoup plus simple pour quelqu'un de comprendre que ce qui se faisait avant sans numérique a été pris et placé au niveau d'un usage numérique, et c'est donc le niveau 1. Le niveau 2, c'est quelque chose de beaucoup plus intéressant qui consiste à dématérialiser non pas un processus, mais un ensemble de processus avec une vraie préoccupation d'interopérabilité. On peut parler de continuum. Et là, on commence à rentrer dans des choses plus intéressantes
où effectivement, on peut espérer là encore gagner du temps avec des échanges de données, des formats compatibles, et cette notion de continuum qui se rapproche quelque part du continuum de la vie réelle et qui est une tentative de monde virtuel où justement il existe aussi un continuum opérationnel entre les process. Le troisième niveau, c'est quelque chose qui, là, par contre, va nous intéresser énormément, nous, universitaires, c'est la transformation des pratiques. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a les outils, on peut imaginer autre chose. Hein. Alors, je prends l'exemple des ECNI, on a dématérialisé les épreuves, et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? On en est dans une réflexion, une pratique différente sur la docimologie, et ce niveau 3, c'est vraiment le niveau où nous, universitaires, à mon avis, on doit être omniprésent parce que c'est de la création, c'est de l'appropriation et du coup, c'est aussi associé à la recherche puisqu'il y a certaines pratiques qu'il faut évaluer, mesurer et comprendre. Et enfin, le niveau 4 qui reste non pas un objectif, mais une situation où on a cette fois les pratiques qui sont transformées. Et si vous regardez le numérique aujourd'hui, eh bien, la plupart du temps, on peut arriver jusqu'au niveau 3 et il y a une dynamique autour du process de transformation. Mais on va arriver à un niveau 4 où les pratiques sont transformées, un petit peu un monde idéal, où les outils numériques finissent par disparaître, ou être complètement intégrés dans nos pratiques, et où voilà, on a fait cette fameuse transformation. Alors, un schéma plus simple, mais juste pour vous faire comprendre qu'il y a quand même, lorsqu'on change de niveau d'usage, des choses qui se passent, en particulier autour de la complexité. Alors, pourquoi j'insiste sur cette notion de complexité? C'est parce que lorsqu'on est au niveau 1 et 2, en gros, c'est des process de la vie de tous les jours qu'on a mis en mouvement, qu'on a dématérialisé. Et on a souvent un niveau de complexité qui est assez proche de la réalité. Mais lorsque vous arrivez dans le niveau 3 et 4, changement de pratique et pratique transformée, eh bien là, on fait un bond dans la complexité. Et ce bond dans la complexité est quelque chose qu'on doit maîtriser. Parce qu'on a un risque majeur dans notre communauté, c'est que les personnes impliquées, on se retrouve avec des personnes qui ont la compétence et la compréhension de cette complexité et qui sont donc efficients au niveau 3 et 4, et le risque d'avoir une partie de notre communauté, voire une partie importante de la communauté, qui ne fait pas ce passage. Donc, ce n'est pas une question de technologie, c'est une question d'appropriation de complexité. Je vais y revenir. Alors, je vous donne un exemple qui est assez parlant et qui est assez intéressant. C'est la réforme du troisième cycle qui arrive quelque part, je dirais, jusqu'à son terme en termes de réalisation pratique, dans le sens où on a désigné là, les premiers docteurs juniors et que du coup, dans cet ensemble qui a été produit, on se rend compte combien on a gagné en complexité. Et c'est vrai pour les autres réformes. Mais cette complexité ouvre des portes pédagogiques, correspond à des théorèmes et des modèles pédagogiques qui nous inspirent et qui sont importants. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on utilise progressivement le numérique, on dématérialise les cours, etc. On est encore, à mon avis, au niveau 2, hein, en termes de, donc niveau 2, c'est juste de la transposition en termes pédagogiques, la transformation des pratiques est en train de s'opérer. On le voit bien dans le troisième cycle, avec des internes en particulier qui souhaiteraient qu'on sorte du PowerPoint enregistré, qu'on aille vers des choses plus interactives, avec des contenus différents, et c'est un vrai sujet intéressant. Mais ce qui est important en termes de complexité aussi, et j'insiste dessus, c'est typiquement l'appareillement qui a été opéré pour permettre à des étudiants de passer d'interne à docteur junior. Et on est monté en complexité, et ceux qui ont vécu ça, et je pense qu'il y en a qui nous écoutent dans l'amphi, qui nous écouteront si une présentation est enregistrée, qui ont vécu ça quand même comme quelque chose d'une extrême complexité, etc., et qui ont peut-être perdu de vue l'innovation qui se cache derrière. Et c'est toujours la même chose. Lorsqu'on veut innover et être pertinent sur le plan pédagogique, eh bien, on doit monter en complexité, on doit monter en expertise et en compétences, et c'est cette coordination entre ces éléments-là qui rendent les choses pertinentes. Juste un éclairage sur ce passage de docteur junior, c'est la première fois dans notre histoire qu'au niveau des internes, on a un rapport 1-1 entre un interne et un responsable de terrain de stage et qu'il y a un choix réciproque, mutuel, de travailler ensemble. Et quand on prend les statistiques, et j'espère qu'on aura la chance d'en parler, on en a parlé à la conférence des doyens tout récemment, mais ça va diffuser, plus de 90% 90% des internes ont été affectés sur un choix 5 heures. Donc, ce process d'entente préalable et de répartition des étudiants
atteint notre objectif avec une innovation qui me paraît importante. Voilà, c'était à titre d'exemple pour relier ça à ce que je viens d'expliquer précédemment. Alors, je voudrais repartir un peu sur la notion du numérique et là aussi partager avec vous une notion qui est importante. Alors là, le titre est un peu pompeux, la photographie aussi, mais clairement, on peut tous y témoigner. Le temps gagné avec les outils numériques est immédiatement perdu. Il y a une espèce de course en avant qui consiste à accélérer une activité, par exemple recevoir du courrier et y répondre. Eh bien, le temps qu'on peut gagner là-dessus, sur ce processus, eh bien, comme on est des personnes multitâches, on a tendance à basculer sur une autre activité. Et si vous prenez le cadre de l'enseignement, on peut se dire typiquement, j'ai mis mes cours en ligne, j'ai plus à aller en amphi, je passe moins de temps avec les étudiants. Un raisonnement simple consisterait à dire, j'ai donc libéré du temps et je vais consacrer ce temps pédagogique à une activité pédagogique différente, mais en restant sur l'activité pédagogique. Or, ce n'est pas comme ça que ça se passe, on le vit tous. Vous gagnez du temps sur une activité, eh bien, vous prenez ce temps gagné pour faire autre chose. Et c'est en ça que c'est une course en avant, c'est en ça que c'est un mirage, et il faut qu'on soit attentif à ce genre de choses. Et comment être attentif à ce genre de choses? C'est qu'il faut sortir la tête du guidon, comme on dit, et avoir une vision vraiment de l'activité pédagogique en tant que telle, du temps qu'on peut y consacrer, et d'être conscient que si on veut enseigner convenablement, si on veut accompagner les étudiants, eh bien, il faut y consacrer du temps. Alors, quelques ingrédients pour que ça fonctionne. Et là, je suis assez content puisque parfaitement en adéquation avec ce qui a été dit tant en introduction que par le doyen Dio à l'instant, on doit se préoccuper non pas des aspects techniques, mais des aspects humains. Et ces aspects humains, ils sont simples. Le premier et essentiel, c'est la notion d'engagement des enseignants. Et cet engagement des enseignants, il est vraiment essentiel. Je n'ai pas les clés, moi, pour vous dire aujourd'hui comment il faut que cet engagement existe, mais il existe et il peut prendre toutes les formes. On peut effectivement se bagarrer pour sa spécialité parce qu'on est convaincu qu'elle doit ceci, qu'elle doit cela. Eh bien, c'est une forme d'engagement dans l'enseignement. On peut aussi avoir un engagement parce qu'on a des ambitions personnelles, on veut faire avancer son université, etc. Elles sont multiples, mais il faut vraiment garder à l'esprit ce niveau d'engagement. Il y a aussi, et là, bien sûr, avec la notion de compétence des enseignants, aujourd'hui, ça devient une réalité. Vous ne pouvez pas encadrer, suivre des étudiants du troisième cycle si vous n'êtes pas formé sur la structuration de cet enseignement, les différentes étapes, les process techniques. Et donc, ces compétences aujourd'hui, ce n'est pas du vent. Je pense qu'aujourd'hui, on peut très bien être incompétent et devenir complètement incompétent en pédagogie si on n'acquiert pas ces compétences sur les process en cours. L'autre élément qui est fondamental, et moi j'y tiens énormément, c'est la notion de l'autonomie des enseignants. Ce n'est pas parce que vous avez un système que ce système vous contraint et que vous êtes obligé de faire les choses et de le faire de telle ou telle manière. Certes, il y a des contraintes, mais c'est aussi un espace de créativité. Aujourd'hui, vous prenez l'environnement numérique à disposition de n'importe quel enseignant, eh bien, il y a un espace donc, construit tangible sur lequel il peut bâtir des propositions. Et cette autonomie, c'est aussi un gage de l'engagement. Et puis, bien sûr, on l'a dit, on le répète, la disponibilité des enseignants pour faire ça. Alors, bien sûr, les fameuses 3 casquettes, comment on fait, etc. Je rappelle que cette disponibilité des enseignants a une teinte qui passe à travers la notion d'équipe pédagogique, au même titre que personne ne fait de la clinique tout seul dans son coin et personne ne fait de la recherche tout seul dans son coin. Donc, cette notion de disponibilité, elle est partagée. Et enfin, et je l'ai dit tout à l'heure, ça revient sur ce que j'ai dit tout à l'heure sur le numérique, c'est qu'il faut un cadre conceptuel pédagogique. Et heureusement, ce cadre conceptuel, nous l'avons posé et je vais y revenir. Alors, la question, c'est jusqu'où va aller dans le numérique. En réalité, c'est plus jusqu'où voulons-nous aller avec l'usage du numérique. C'est plutôt une réflexif, ça revient sur nous, parce qu'effectivement, du numérique pour le numérique n'a aucun sens, et ces questions doivent être plutôt une question collective sur jusqu'où on veut aller sur l'usage de ces outils. Je remets les points d'interrogation que j'ai évoqués, hein, le niveau de compétence des enseignants, le temps réservé pour cette activité et l'engagement. C'est vraiment la diapo principale du message que je voudrais faire passer aujourd'hui. Alors, le modèle pédagogique, c'est hyper intéressant. Si vous prenez toutes les revues pédagogiques, les articles, et que vous travaillez sur ces... Vous vous rendez compte qu'on est dans un process assez intéressant de construction, et cette approche, aussi proche des sciences humaines, de la cognition,
est toujours basé sur un modèle. C'est trop complexe pour partir à la volée comme ça, et donc ces modèles impliquent un certain nombre de choses, donnent un cadre scientifique, permet de partager des valeurs, mais il est important de garder à l'esprit que ces modèles peuvent changer, ils vont changer, mais que néanmoins c'est un point de départ important. Le concept de modèle qu'on partage tous et qui a été évoqué, qui est le thème de la journée, c'est l'approche par compétence. En réalité, ce qui est assez intéressant, si vous prenez un peu de recul, c'est que cette approche par compétence est déjà dans les textes. Elle est déjà rédigée, noir sur blanc, elle apparaît dans la R3C, elle est dans la R2C, et donc on a déjà un cadre réglementaire quelque part qui nous impose cette approche. Et c'est intéressant de voir le processus de transformation de la pédagogie à travers des textes réglementaires. C'est un vrai sujet de discussion. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ce modèle est vraiment une appropriation complète de cette approche par compétences, avec ce qu'on pourrait estimer comme une ambition majeure en termes de réalisation qui sont les Écosses, on a bien compris leur importance, je vais y revenir. Et puis aussi quelque chose dont Marc Braun nous parlera peut-être après, et je fais exprès d'utiliser ça, cette incertitude persistante, ce qui est un petit peu difficile pour notre communauté, c'est effectivement, on est de l'ordre de la complexité, on est de l'ordre du niveau 3, voire du niveau 4 sur ce process de big matching. Et donc, il est normal que ce soit difficile d'emblée de sortir une explication simple en une phrase de ce qu'est le big matching. Mais à mes yeux, du coup, l'enjeu principal, et heureusement en France, on a la chance d'être à la fois des enseignants et des gens de terrain, des chercheurs, des soignants, et on sait faire ce genre de choses, transformer la théorie en pratique. Et je dois là particulièrement saluer Damien Roux, mais il n'est pas seul, avec son équipe et d'autres enseignants qui ont fait et qui font un énorme travail pour essayer de mouliner cette théorie pédagogique, cette approche par compétence, pour la rendre accessible. Et donc, du coup, lorsqu'on voit le nombre d'items qui sont proposés, et ça a été signifié, plus de 5000 au total, d'items de connaissances entre les rangs A et les rangs B, lorsqu'on voit les situations de départ, eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est vraiment dans ce passage de la théorie à la pratique et qu'il est normal qu'on passe par des formes un peu pléthoriques, pas tout à fait idéales, telles que certains l'ont évoqué probablement à juste titre, mais c'est un passage obligé pour rationaliser et pour faire cette transformation vers la pratique. Alors, l'autre élément que je voulais parler aujourd'hui, c'est un sujet d'actualité, on va en parler de plus en plus, c'est la formalisation du support d'apprentissage. Qu'est-ce que ça veut dire la formalisation du support d'apprentissage? C'est que les étudiants ont beaucoup souffert de l'explosion pléthorique des connaissances, des référentiels. Donc, vous savez, le nombre de pages et le nombre de bouquins qu'il faut acheter, qu'il faut en plus racheter chaque année. On est arrivé à une situation, effectivement, où il fallait rationaliser ces connaissances. La démarche qui a été prise, et je pense que c'était la bonne, c'était une démarche collective. Et là, je pense qu'il faut remercier Luc Mouton, qui a vraiment fait un travail extraordinaire de coordination pour pouvoir produire ces items de rang A et de rang B. Ça a fait émerger des problèmes qui ont été évoqués sur certaines spécialités, certains individus aussi qui défendent plus leur clocher que l'intérêt collectif, et on arrive à des situations qui sont parfois vraiment, qui ont été tendues. Mais peu importe, on a quand même réussi à mettre à plat, à l'échelle nationale, un référentiel de connaissances avec des items classifiés rang A, rang B. Alors, ce qui serait intéressant, c'est pour répondre à la remarque de tout à l'heure, c'est je prends l'ensemble des référentiels aujourd'hui et j'extrais tous les items de connaissances. Vous allez voir qu'on n'est pas à 5000. Je suis persuadé qu'on est de l'ordre de 10 000 items différents, ce qui est complètement hallucinant en termes de travail, et ça devient finalement infaisable. Donc voilà, on commence avec ça, et donc on a organisé l'item en rang A et en rang B, ça c'est bien, et donc on a décidé aussi de rationaliser leur présentation et de les présenter sur l'interface LISA, avec un concept qui est très intéressant et qui est un processus de passage de la théorie à la pratique et un processus de transformation. Je m'explique. On a prévu des fiches LISA, dites fiches LISA communes, et ces fiches LISA communes, elles vont être un espace coécrit, avec une ventilation au départ par collège et spécialité, je dirais peu importe sur le démarrage, mais coécrite par l'ensemble des enseignants, et n'importe quel enseignant pourra faire des propositions de modification de n'importe quelle fiche commune. Et ce process va nous permettre d'avoir un tronc commun rationalisé avec un volume limité, et on va proposer aussi, et là c'est là que ça devient aussi très intéressant, des fiches LISA de spécialité qui seront rattachées
aux fiches communes et qui vont permettre à l'étudiant d'avoir une vision de la richesse de ce qu'on peut offrir en termes de spécialisation et un éclairage de la fiche commune avec des notions spécifiques à telle ou telle spécialité. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque collège aura la possibilité de remplir ses fiches de spécialité en se basant sur la fiche commune ou en allant plus loin en fonction de son choix. Et l'étudiant fera ce travail pédagogique intéressant de synthèse qu'il devra faire toute sa vie entre les différentes sources de connaissances. Voilà, j'insiste sur ça parce que c'est vraiment pour illustrer, pour présenter LISA, mais surtout pour présenter comment ce projet LISA s'inscrit dans la dynamique globale qui est actuellement en cours. L'autre élément, et c'est peut-être le plus important, et je sais que beaucoup d'entre vous, genre depuis le début, et on est pratiquement tous d'accord avec ça, c'est l'importance des stages. Et donc, aujourd'hui, tel qu'on l'imagine, eh bien, le numérique peut apporter vraiment beaucoup, beaucoup sur la gestion des stages. Pourquoi? Parce que basé sur les connaissances, les situations de départ qui sont aussi incluses dans l'ISA, eh bien, on va pouvoir structurer le terrain de stage à partir d'un référentiel, un référentiel de compétences, et que ce soit du côté des étudiants et des enseignants, eh bien, il y aura à la fois du côté de l'étudiant des objectifs qu'il se sera fixés, il aura choisi tel stage pour acquérir telle compétence, et du côté des responsables de terrain de stage, avoir une vraie offre de stage qui n'est pas simplement c'est un bon stage, mais une liste de compétences qui peuvent être travaillées et acquises, et tout ça accompagné par des outils personnels et individuels de suivi. Et donc là, vous voyez qu'on transpose en réalité, comme j'ai expliqué tout à l'heure, la gestion des stages qui ne sont pas numérisés sur un compagnie de numérique vers quelque chose qui l'accompagne, et on ira très vite, j'en suis certain, vers une transformation des pratiques, en sachant qu'on ira aussi dans cette démarche-là sur une démarche qualité, sur la pertinence des différents stages. Voilà. Et du coup, la question de j'enseigne, le temps de disponibilité, on se rend bien compte que le temps des enseignants en stage sera vraiment, elle l'est et sera encore plus importante avec des étudiants qui seront encore plus demandeurs de cet apprentissage sur le terrain. L'autre élément sur lequel je voudrais parler aussi, qui est vraiment cette notion de l'entrée dans le troisième cycle, la fin du deuxième cycle et du big matching dont j'ai parlé au début. Je vous rappelle que ce qui est proposé, mais Marc Braun en parlerait vraiment mieux que moi, mais ce que je voudrais, c'est simplement que vous voyez cette sortie du deuxième cycle et cette entrée dans le troisième cycle dans la continuité de ce que je viens d'expliquer. L'étudiant donc va recevoir des notes avec les épreuves dématérialisées nationales, avec les écosses, avec son parcours, et l'étudiant va exprimer des vœux. Et ces vœux, il va les exprimer sur des spécialités, des subdivisions, et donc avec une multitude possible de situations. Et c'est ensuite, on va prendre l'ensemble de ces scores, matcher avec ces vœux et tenter un appariement de ces étudiants. Ok, très bien, ben c'est comme ça que ça a été décidé. Il y a encore des choses à préciser. On parle ici de big matching. Mais attention, il est difficile d'imaginer que les étudiants vont se contenter d'un big matching à la fin du deuxième cycle en disant, ben voilà, vous avez bien travaillé, on appuie sur le bouton, on va voir où vous allez aller. Il est important d'introduire le concept de ce que j'ai appelé, mais je ne sais pas si ça tient la route, de continuous matching. En gros, les étudiants doivent s'appuyer sur leurs résultats, leurs stages, l'avancée dans leur livret d'apprentissage pour pouvoir, au fil de l'eau, tout au long du deuxième cycle, se positionner sur telle et telle spécialité à tel ou tel endroit. Voilà. Donc là, pour expliquer encore que, en théorie, on a prévu un big matching à la fin, et vous voyez que ça a un impact sur tout le cursus avec un concept nouveau sous-jacent. C'est encore une fois pour illustrer ce que j'ai dit. Et enfin, pour finir, c'est une conclusion un peu générale, mais pour pas qu'on perde le nord, je pense que c'est vraiment à nous de fixer les objectifs et pas se laisser entraîner par les outils. Mais aujourd'hui, pour ce que j'observe, on a une communauté très active, même si elle est encore réduite, qu'elle devrait grossir, d'enseignants qui maîtrisent ça et qui sont capables de définir des objectifs, de soutenir l'approche réaliste. Alors ça, c'est vraiment très important. Je pense que Marc va en reparler, que les écosses
vont constituer un challenge assez extraordinaire pour l'ensemble de nos universités, en termes d'organisation, de faisabilité, de cohérence, etc. Mais il faut mettre en place une approche réaliste. Et puis, je l'ai dit dès le début, c'est emporter toute la collectivité. Attention de ne pas faire des surspécialistes de la pédagogie et d'abandonner toute une partie de nos collègues qui voilà, auraient une autre activité ou feraient autre chose. Et enfin, et ça c'est général, il faut qu'on reste critique. Donc, je pense que c'est important que chacun s'exprime, donne son avis, parfois de façon très engagée, mais restons critiques par rapport à ce qu'on fait. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Olivier. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Dans la salle, il n'y en a pas. Au chat, je venais de vérifier. À distance, n'hésitez pas. Et donc, Anne de Mester, finalement, a une question. Oui, bonjour Olivier, c'est Anne de Mester. Voilà, je voulais vous remercier pour cette présentation. Ce que j'ai particulièrement apprécié sur le démarrage, quand vous abordez le numérique, c'est que vous êtes beaucoup plus centré sur la démarche que sur l'outil. Et je pense que ça, c'est voilà, une approche qui me paraît extrêmement pertinente parce que c'est ça qui est important, c'est de prendre la distance de l'outil, de se dire qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec. Et j'ai beaucoup aussi apprécié les 5 niveaux que vous avez présentés. Donc, je voulais savoir s'il y avait une référence, si c'était vous ou un auteur particulier sur lequel on peut s'appuyer. On aimerait faire une enquête là-dessus. Oui, oui, non, les niveaux, c'est très personnel. Alors, c'est bien sûr, c'est le croisement de lecture, mais voilà, peut-être que je faudrait que je le mette par écrit. Ça nous aiderait à mieux comprendre, mais j'ai pas de référence à vous donner. Ok, mais c'est pas grave, on mettra que c'est les niveaux d'Olivier Palombi. Merci beaucoup. Eh bien, à ce moment-là, merci encore à Olivier de ta présence et de la qualité de la présentation, et puis de souligner vraiment l'évolution et donc finalement